On effectue toujours en amont de la mise en place des AVS une évaluation des besoins au domicile de la famille. Cette évaluation, elle sert déjà à lister un peu quelles seront les tâches à faire, à faire le point sur le plan d'aide, c'est-à-dire le nombre d'heures, et après, au niveau du planning, à moi, par exemple, de mettre en place 1, 2, 3 interventions par semaine. On a ce qu'on appelle la fiche d'identification des besoins, qui nous est transmise par le travailleur social, c'est-à-dire qui va évaluer que nous avons 40 heures mensuelles et que sur les 40 heures mensuelles, il faut faire l'entretien du logement, l'entretien du linge, la préparation des repas, l'aide à la toilette. Souvent, on se heurte à la limite des plans d'aide, c'est-à-dire des financements des différents organismes. Et aussi, des fois, la remontée des aides à domicile n'est pas forcément la même que la remontée des aidants. Pour savoir les besoins exacts de l'aidé et de l'aidant, parce qu'il faut quand même, tant que l'aidé a la parole et peut s'exprimer, c'est quand même à lui à dire ce qu'il a besoin, et puis de l'aidant après, eh bien, c'est à eux à dire ce qu'il faut faire chez soi, il me semble. Quand elles ont une réévaluation de leur dossier ou un renouvellement, on leur rappelle bien aux aidants, aux familles, c'est important que la personne ne soit pas seule avec justement le travailleur social qui va venir, mais qui est, ça peut être nous, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, ou quelqu'un de la famille pour peut-être... parce que la personne ne va peut-être pas pouvoir ou va pas vouloir exposer vraiment ses difficultés. Et le travailleur social va évaluer correctement justement les difficultés de la personne et les besoins réels. Moi, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'on démarre sur un bon pied. C'est-à-dire que l'analyse du besoin permet réellement de répondre aux besoins de la situation, à la fois de l'aider et de l'aidant, enfin de la famille autour. On a toujours eu l'aide physique. Mais probablement, ce qui a manqué, c'est un accompagnement, de se poser tous ensemble autour d'une table et de se dire, papy, qu'est-ce que tu veux, mamie, qu'est-ce que tu veux, voilà, les autres membres de la famille, qu'est-ce que vous voulez, et les soignants, enfin la responsable, qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. J'avais un petit peu de temps, on faisait l'aide à la toilette avec le SIAD, on faisait pas mal de choses. Et souvent, il me restait 5 minutes, donc je l'installais, je lui mettais du coloriage. Je me souviens que son mari, un jour, est rentré et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous lui faites faire ?» Et moi, en fait, c'était effectivement pour cette dame qui restait alitée quasiment tout le temps et qui, du coup, c'était une petite distraction qui, en plus, lui plaisait. Ça peut les gêner, l'activité qu'on peut faire. Alors, soit, comme disait ma collègue, ils peuvent penser qu'on les infantilise, selon le choix peut-être de ce qu'on a choisi à faire comme ouvrage. Donc là, si c'est peut-être important de bien dialoguer avec la personne aidante. C'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait de ne pas être seul. Parce que, effectivement, quand on est seul, on a une intervention personnalisée, mais on voit notre vision à nous. Ça nous responsabilise trop. Et parfois, la collègue, elle peut vous dire « Oui, mais moi, tu vois, je fais comme ça et ça passe très bien. » Je prends conscience du fait que, finalement, les aidants, on ne nous explique pas au départ ce que vous pouvez faire. Parce que j'ai le sentiment que moi, on ne m'a jamais dit que le rôle... D'abord, c'était plus aide ménagère. Et que finalement... le rôle de ces intervenants professionnels, c'était aussi l'accompagnement à l'autonomie, etc. Je pense, du coup, en travaillant avec vous, que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Faire entendre aux familles, c'est que nous sommes complémentaires et qu'on peut harmoniser nos relations pour le bien-être de la personne aidée et qui ne nous voit pas arriver comme des personnes qui vont leur donner des leçons ou leur dire « il faut faire comme ci, faire comme ça ». Ils ont des compétences, on est en mesure de les reconnaître, de les accepter. Et eux aussi, après, d'accepter que nous, on a des connaissances et ensemble, on peut faire au mieux pour la personne qui est en difficulté, qui peuvent nous faire confiance. On ne prend pas leur place, mais on est là pour... comme eux, pour le bien-être de la personne que l'on vient aider. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir nous tutoyer. Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça? Il y a des gens qui vont être trop familiers, qui vont tout vous...
Moi, je sais que ce qui m'a désarçonné sur la toute première intervention après mon diplôme, c'était un interrogatoire. Et vous êtes marié, et vous avez des enfants, et vous faites ci, vous faites ça, et ça fait longtemps. Et le titulaire, il arrive quand? Parce que vous êtes la stagiaire, vu votre âge. Systématiquement, je prends ma blouse, parce que pour moi, quand je rentre chez quelqu'un, ben voilà, je suis professionnelle. Quand je sors chez quelqu'un, j'ai ma vie à côté. Donc voilà, ça me permet de couper. Limiter la fragilité du système qu'on a organisé, il faut se protéger en tant qu'aidant et en même temps mettre en place ces aides techniques pour protéger les gens qui viennent aussi à la maison. Parce qu'il faut aussi protéger toutes ces personnes qui viennent nous aider, parce que si elles sont malades, si elles se font mal au dos, eh ben, ça va être encore des remplaçantes et on va être encore en difficulté. Quand on a face à soi une personne qui a besoin d'aide dans les déplacements, qui a besoin de manutention, ça me paraît important que effectivement puisse être proposé aux aidants, d'une part, les possibilités techniques. On a changé, bien sûr, la salle de bain, on a mis les passages de porte, on a fait, etc. Comment on peut aménager sa maison aussi, ça c'est un point important. Et puis, effectivement, peut-être faire quelques points de formation, quelques demi-journées de formation sur la manutention elle-même. Il y avait une formation par un psychologue, prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Oui, c'est vrai que là, on a pu se rendre compte de vraiment du manque d'informations que les aidants rencontrent, que ce soit finalement sur les aides auxquelles elles ont droit, et également sur l'évolution de la maladie. C'est vrai qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Et on voit aussi un problème de manque de formation sur les gestes qu'elle peut faire, peut-être pour déplacer quelqu'un sans se faire mal, et connaître le matériel. Alors c'est aussi notre rôle en tant qu'auxiliaire de vie de faire connaître le matériel. Et comme disait ma collègue, bien souvent, ce matériel, il n'est pas accepté par les personnes, parce que soit ça tient trop de place, soit elles ont peur de ne pas savoir s'en servir, ou ça les dérange, ce matériel. Je pense que déjà, de connaître la maladie, former sur les maladies. Parce que, pour un exemple concret, il y a un couple et en fait, monsieur ne comprend pas la maladie. Et ça peut avoir des difficultés après par rapport à son comportement, puisqu'il pense d'une certaine façon qu'elle réagit, que sa femme réagit comme ça, elle le fait exprès. Donc il y a de la colère après qui ressort, alors que non, c'est la maladie, et que si il avait une formation par rapport à cette maladie, peut-être qu'il réagirait moins violemment parfois. Il n'y a rien d'abordé pour la relation avec les aidants en formation. Strictement rien. On nous apprend le savoir-être avec la personne qu'on va aider, mais pas avec son entourage. Moi, je sais qu'il n'y a rien du tout sur la relation à entretenir avec les aidants, ce qu'on peut leur demander, ce qu'on est en droit d'attendre d'eux. Rien. Et c'est assez difficile après, quand on va à domicile, de faire en sorte de travailler avec eux aussi. C'est encore un peu plus difficile. Quand on sort de formation, même avec les stages, quand on arrive à domicile, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et puis c'est différent, il n'y a rien à faire. C'est beaucoup plus concret que ce qu'on a vu en formation, même en ayant eu beaucoup de stages. Par rapport aux formations, parfois on nous fait faire des jeux de rôle quand même. Alors, c'est des formations qui durent sur 2 jours, mais parfois, si c'est une situation aidant et aidé, on va faire, il y aura une personne qui fera un rôle de chaque, et après on va changer pour qu'on puisse ressentir ce que chacun, si on était à la place de la personne aidée, qu'est-ce qu'on ressentirait dans telle situation. Enfin, c'est une mise en scène, et du coup, ça nous aide aussi, ou à la place des aidants, et voir si l'auxiliaire de vie réagissait comme ceci, si on était la personne aidée, qu'est-ce qu'on ressent. Je pense que les intervenants comme les aidants, il faut qu'on soit patient, le respect de la personne et la dignité pour l'aider.
La personne aidée n'est pas un enfant, mais une personne adulte malade ou en perte d'autonomie. Donc, ne pas lui faire sentir qu'il est une charge. Ça, c'est pour les deux, hein, pour les aidants comme pour les professionnels. Puis être disponible. Vous avez dit quelque chose sur on ne sait pas ce qu'on peut attendre des aidants. Alors moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous attendez de nous, en fait. Ce serait vraiment intéressant qu'on ait des moments où on puisse échanger, finalement. Et c'est vrai que c'est encore... Il y a peu de temps où on aborde ces sujets et comment trouver sa place, comment se mettre en accord, autant les aidants que nous, les professionnels, pour œuvrer au mieux pour la personne.